Donc, je m'appelle Françoise Vaquet, je suis historienne, directrice de recherche au CNRS, Centre national de la recherche scientifique à Paris, et mes intérêts de recherche me portent vers une exploration du monde savant. Et c'est dans ce contexte que j'ai écrit ce livre, en français, Parler comme un livre, l'oralité et le savoir, pour essayer de montrer la place que l'oralité avait dans un monde que l'on considère habituellement, usuellement, comme un monde de l'écrit, un monde du livre. Et mes travaux par la suite ont toujours été dans ce sens-là, par exemple en étudiant la matérialité du savoir ou en étudiant les émotions qui accompagnent aussi le travail intellectuel. Cette question est vraiment un vaste programme, je dirais, car je peux penser que Hablar como un libro a plusieurs lecteurs. C'est d'abord qui s'intéresse au monde de l'enseignement et de la recherche, puisque ce monde est au centre de ce livre. Ainsi, on pourra apprendre, par exemple, quelle est l'origine des colloques, des séminaires, comment ils se sont développés ici et là, comment ils se sont diversifiés, comment ils ont évolué. Mais un lecteur qui pourrait s'intéresser à ce livre serait aussi un lecteur intéressé par le monde du livre, le monde de l'imprimé, puisque la comparaison entre les productions imprimées et l'oralité est un peu une constante dans Hablar como un libro. Ce lecteur pourrait être aussi celui qui s'intéresse à l'oralité comme un mode de communication et aussi de production du savoir. Ce qui est décrit et analysé dans ce livre à propos d'une sphère d'activité précise, celle du monde de l'enseignement supérieur, celle du monde de la recherche, vaut aussi pour d'autres mondes, par exemple le monde de l'administration ou le monde du business, où le travail se fait aussi sur la base de l'écrit et de l'oral, voire dans l'interaction entre les deux. Enfin, ce lecteur, plus généralement, est celui qui s'intéresse aux technologies de la communication, parmi lesquelles la première d'entre elles, la parole qui n'a pas disparu. Donc, il n'y a pas, je dirais, un lecteur idéal, mais si je peux me le permettre, des lecteurs idéaux, et peut-être encore d'autres, ce que vous discernerez avec votre expertise. Deux grands facteurs peuvent expliquer la relégation, la place seconde qui a été dévolue à l'oralité dans l'histoire moderne. D'abord, c'est le développement de la literacy, de l'alphabétisation tout au long de cette période et qui a fait que l'oralité a été vue et vue de plus en plus comme ceux qui, n'étant pas conquis par la lecture, par l'écriture, a été rabattu du côté du populaire. Donc, pour qui s'intéressait à l'histoire des milieux non populaires, l'oralité n'avait plus de place. Le second facteur est le développement rapide de ce nouveau média qu'a été le livre imprimé. S'il s'est produit des livres imprimés dans tous les domaines, écrire au sens de composer, publier, ont été durant un temps finalement le fait d'une élite sociale ou d'une élite socio-culturelle. Le livre, ce faisant, est devenu le symbole, l'emblème du monde intellectuel. D'ailleurs, combien de gravures par le passé, combien de photos dans un temps plus récent montrent un professeur qui normalement est un homme qui fait métier, ou une femme, qui fait métier d'enseigner. On le représente par le passé, la plume à la main, en train d'écrire un futur livre, ou bien tenant un livre à la main,
ou ayant un décor de livre derrière lui, un peu comme nous en ce moment d'ailleurs. Bon. Par ailleurs, la valeur dont le livre s'est ainsi chargé, cette valeur intellectuelle, a fait que le livre s'est doublé d'une sorte de sacralité. Le livre a été vu comme incarnant une pensée, comme celle d'un auteur, et d'une certaine façon annihilant un peu la matérialité du livre. Le livre est devenu lui-même un objet intellectuel, ou pour le moins un objet investi de sens. De surcroît, et dans le même temps, le livre en est venu à symboliser la liberté de penser. Et l'imprimerie a été célébrée pour son rôle émancipateur et démocratique, hein, et même en dépit d'usage mauvais de l'imprimerie, tout cela a subsisté. Donc, l'oralité a été rejetée du côté du populaire, de l'illettrisme, pour ne pas dire de l'ignorance, et elle n'avait plus sa place dans l'étude du monde du savoir, bien sûr, dominé, lui, par la sacralité de l'écrit, de l'imprimé, du livre. De surcroît, il convient de penser que l'oralité est bien moins immédiatement saisissable que le livre, que l'imprimé, et tout cela explique que l'oralité a en quelque sorte disparu de l'historiographie. La pandémie a bouleversé le monde du savoir. Les universités, pour en rester à elles, ont été fermées et ce sont les ressources électroniques, hein, qui ont permis la communication des connaissances. Les étudiants ont pu ainsi suivre des cours, des séminaires, échanger avec leurs professeurs, et les chercheurs, eux, ont pu tenir des colloques et donner des conférences. Tout cela n'aurait pas été possible 10 ans plus tôt, il convient de le penser, hein. Reste que cela a pu aussi être du faute de mieux, au sens que des formations n'ont pas pu être pleinement assurées. Par exemple, les formations pratiques, formations de laboratoire pour les étudiants. Reste aussi que des occasions ont été perdues. Et je pense à des occasions parfois très banales, qui sont le fait de rencontrer un collègue dans le couloir de l'université, de bavarder et parfois aussi, quand on dit bavardage, d'échanger une idée et ainsi d'orienter peut-être une recherche. La question est de savoir ce qu'il en sera après la pandémie, ce qui amène à poser une autre question. Qu'en sera-t-il aussi des développements technologiques, de ces développements électroniques que l'on voit, comment dire, avancer à une vitesse absolument considérable. Et ces développements rendront peut-être très rapidement archaïque ce qui est aujourd'hui la modernité. Pour répondre à cette question, je dois dire que je suis un peu embarrassée parce que je suis historienne. Or, l'historien est formé à analyser, à étudier le passé et pas à prévoir l'avenir. Donc, la réponse que je ferai est une réponse qui est plutôt une impression personnelle. Aujourd'hui, on observe dans le monde intellectuel, au moins en France, je ne sais pas dans le reste du monde, mais on observe une certaine lassitude par rapport à cette communication à distance et l'impression est forte que les gens, et d'ailleurs partout, ont une envie de se retrouver, d'être en présence et de parler en présence. Ainsi, les conférences et les séminaires, les web seminars, qui l'an dernier, il y a un an à peine, avaient connu dans le monde intellectuel un fort enthousiasme, tout le monde voulait faire un web seminar, etc. Maintenant, ces formes rencontrent une adhésion bien moindre. Ça, c'est tout à fait clair. Bien sûr, les nouveautés aussi ont leur temps, en quelque sorte. Mais surtout, ce que l'on observe, ce sont les manques de ces formes. Parler dans une assemblée
plus ou moins grande, quelques personnes ou une centaine d'étudiants, est quelque chose de totalement différent que de parler devant un écran en voyant des petites vignettes fort sympathiques, mais enfin, ce n'est pas tout à fait le sentiment d'une véritable présence. Quand on parle dans une petite réunion, dans une grande, on se rend compte aussi par des attitudes, s'il faut ou non ajuster le propos. On perçoit aussi une sorte d'impalpable de la réunion qui permet d'aller plus dans un sens, moins dans un autre. On peut ainsi vraiment ajuster son propos. Et la vidéo, si elle offre une réalité, hein, à l'oralité, elle offre une réalité restreinte, je dirais. Et plus encore, quand on pense qu'après le temps fixé pour le colloque, pour une communication en colloque, pour le séminaire, là, on doit, dans les formes électroniques, on se quitte assez abruptement, alors qu'en général, dans la vie normale, si j'ose dire, on se quitte plus lentement et souvent, la discussion se trouve prolongée par la suite dans une sociabilité fort agréable, par exemple autour d'un café, et je dirais presque que c'est là où le savoir est peut-être le plus fécond. Donc, qu'en sera-t-il? Il faut bien que je réponde à votre question. Je dirais d'abord qu'en se fondant sur l'expérience du passé, l'expérience qu'a l'historien, on peut penser d'abord que pour en rester au monde de l'enseignement et de la recherche, les bureaucraties, en profitant des inventions technologiques, essaieront de perpétuer des modalités qui, il faut bien le noter, sont pour elles moins coûteuses que la construction ou l'entretien d'énormes bâtiments ou encore le financement de missions à l'autre bout du monde. Je rappelle que dans les années 1930, pour en rester au monde de l'enseignement, on a essayé d'instaurer des classes radio qui, naturellement, auraient coûté beaucoup moins cher que les classes bien réelles. Et dans les années 1960, en France, on avait instauré des classes télévision, par exemple pour la philosophie, et aussi à un moment où l'afflux des élèves dans les écoles était très nombreux. Donc, on essayait par ce moyen, en quelque sorte, de faire en sorte aussi de dépenser moins en donnant autant. J'ajoute qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde de l'entreprise et des grandes compagnies internationales, une bonne partie des personnels travaillent largement en visioconférence, ce qui permet d'économiser à la fois du temps et de l'argent, de ressources importantes. Je pense que probablement, dans un passé immédiat pour le moins, des solutions mixtes s'instaureront entre un travail que je qualifierais de traditionnel et un travail qui se fera par les moyens vidéo. On peut aussi penser que les chercheurs, s'étant familiarisés pendant plus d'1 an avec les échanges vidéo, et il ne faut pas oublier non plus que les personnes font des vidéos pour leur usage privé, leur usage personnel, hein, on peut penser que des chercheurs continueront, par exemple, de façon ponctuelle, pour discuter avec un collègue, d'utiliser ce moyen vidéo. C'est une possibilité, car les vidéos offrent en quelque sorte une proximité sympathique, comme aujourd'hui celle qui nous réunit, hein, entre Paris, Buenos Aires et Alcalá, hein, et la comparaison que l'on pourrait faire avec des mails, des échanges écrits, tourne, je crois, à l'avantage de la vidéo.